Comme vous le savez sûrement, il est peu de sujets qui suscitent autant de débats et de débats à l'intérieur même des familles politiques, à l'intérieur de ceux qui partagent beaucoup de choses, une même foi, que la question de la mondialisation. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui autour de ce thème, sur ces deux aspects, à la fois la mondialisation comme développement d'une économie sans frontières, à la fois des échanges de biens et services et aussi d'une finance sans frontières dans lesquelles tous les obstacles petit à petit aux échanges étaient en tout cas jusqu'à il y a peu en train de disparaître, même si actuellement le mouvement change quelque peu. Et puis la mondialisation aussi de développement d'un monde dans lequel toute une couche de la population devient en quelque sorte citoyen du monde. Et actuellement, donc, on est dans des questions pour lesquelles donc, nous sommes rassemblés autour de la mise en question de ce qui paraissait une évidence, à la fois de la mise en question de la mondialisation économique, que l'on songe aux réactions de Trump à la mondialisation économique, au début de guerre économique entre les États-Unis et la Chine, et puis aussi, disons, le phénomène massif du développement du populisme en Europe. On a eu encore les élections hongroises ces derniers temps, après les élections autrichiennes, les élections italiennes, dans lesquelles, chaque fois, c'est la mondialisation, disons, des personnes qui étaient en cause. Et nous sommes dans une situation, au fond, où on a deux interprétations totalement opposée de cette situation, et donc c'est de cette opposition que nous allons parler. Dans une première interprétation, disons la vision lumineuse de la mondialisation réalise un vieux rêve de l'humanité, de se rassembler autour des mêmes valeurs, de se rassembler autour des droits de l'homme, de l'économie de marché, des institutions internationales, et de créer un monde sans frontières dans lequel, à la fois, l'augmentation d'efficacité permettrait une augmentation de richesse, une augmentation qui permettrait d'éradiquer la pauvreté, et dans laquelle, disons, simultanément, se développeraient des sociétés heureuses dans lesquelles la rencontre des personnes, au-delà des enfermements culturels, des enfermements religieux, des enfermements nationaux, ferait advenir une société pacifiée à l'échelle du monde. Et dans cette vision, les opposants, car les opposants existent, sont des nostalgiques d'un monde voué à disparaître, sont des gens qui n'ont rien compris à l'évolution du monde, sont des gens qui sont à la limite xénophobes, voire racistes, et donc qui font obstacle à ce qui devrait advenir comme avenir lumineux de l'humanité. Puis dans une vision contraire, disons une vision sombre de la mondialisation, c'est l'émergence d'une concurrence à l'échelle de la planète. Donc c'est la concurrence de tous contre tous, au fond, qui est une forme moderne de la guerre de tous contre tous, et dans laquelle, à travers cette concurrence, les forts, bien sûr, sont dans une situation, disons, toujours meilleure, et les faibles sont dans une situation, disons, toujours pire, et dans laquelle cette mondialisation est au contraire en train de faire, dans son aspect économique, le malheur de l'humanité, et dans laquelle aussi, disons, dans son aspect social, elle est en train de créer, de développer ces espèces de grandes métropoles à l'image de Sao Paulo ou de Mexico, dans lesquelles qui sont à la fois ségrégées, inégalitaires et violentes, dans lesquelles les divers segments de population qui doivent coexister
en fait, coexistent très mal et sont en train, disons, de s'écarter les uns des autres. Et toujours dans cette vision sombre, au contraire, ce sont les tenants de la mondialisation heureuse qui sont des rêveurs, des naïfs, qui ne veulent pas reconnaître, disons, la réalité, disons, des choses. Et on pourrait dire, disons, pour prendre des images, qu'une sorte de vision théillardienne d'une mondialisation qui va aller rassembler, disons, les hommes, s'oppose une sorte de vision de la mondialisation comme un projet néo-babélien dont il est en train de faire le malheur de l'humanité. Alors c'est de cela dont nous allons parler. Donc vous imaginez bien que nous n'allons pas, pendant ces quelques moments, essayer de sortir en vous convainquant que les uns ont raison ou que les autres ont tort, ou le contraire. Et du reste, dans l'équipe d'animation de cette conférence Repères et Perspectives, je ne suis pas sûr que nous ayons tous exactement la même sensibilité par rapport à ces sujets. Mais donc, il s'agit, disons, de manière ouverte, et vous verrez, enfin je pense que vous l'imaginez, que ici vont coexister des positions inégalement favorables à la mondialisation. Mais en tout cas, je crois que ce qui est commun à toutes les personnes qui sont là, c'est le souci d'en parler de manière raisonnable, objective, sans se lancer d'anathème à la figure. Et donc, je vous remercie très vivement, tous les trois, d'être venus nous éclairer de vos sages avis. Merci aussi d'animer cette réunion donc pour Jérôme Chapuis, et puis merci à vous tous d'être venus, et donc nous nous réjouissons et nous espérons, et nous sommes sûrs du reste, nous en sortirons en tout cas plus intelligents et peut-être avec plus de questions que nous n'avions au départ, mais en tout cas des questions, je suis sûr, qui seront utiles. Voilà. À vous. Merci beaucoup Philippe Diribarne pour cette introduction à cette 9e édition des conférences Repères et Perspectives que vous connaissez bien maintenant à Boulogne. Merci à vous de votre présence ce soir et merci à nos 3 invités. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Michel Candesu. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur du Trésor, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du FMI. Vous allez nous donner des repères et des perspectives ce soir, puisque il y en a dans ce livre édité chez Fayard, Vers le monde de 2050, dans lequel vous dressez un portrait de ce que pourrait être notre monde d'ici quelques décennies. À vous lire, il n'y a pas de fatalité, vous allez nous en dire plus. La mondialisation n'est pas nécessairement malheureuse. Je crois que ce qui est important de souligner, c'est que vous êtes dans une perspective, disons, globale. Vous avez souhaité, à travers ce livre, vous avez tiré ce livre, pardon, d'échanges, vous le dites dans votre introduction, d'échanges avec les nombreuses personnalités que vous avez rencontrées durant cette longue carrière. Nous allons y revenir dans un instant. Votre vision donnera, je n'en doute pas, du grain à moudre à la discussion. Alain Finkielkraut, bonsoir. Merci aussi de votre présence. Vous êtes philosophe, académicien. Vous animez chaque samedi sur France Culture l'émission Réplique. Chacun connaît votre inquiétude sur le devenir du monde. Mais l'un des derniers numéros de Réplique s'intitulait « De quoi demain sera-t-il fait ?» C'était à peu près il y a un mois, je crois. Ce qui fait écho d'ailleurs à ce sous-titre du livre de Michel Candesu, « Ce que l'avenir nous réserve ». Et à vos côtés, je salue Jérôme Chemin, bonsoir. Vous êtes ici du monde syndical, puisque vous êtes membre de la CFDT, vous en êtes l'un des secrétaires nationaux. Vous êtes aussi cadre chez Accenture, ce qui vous a amené à participer à de nombreuses discussions, négociations collectives. Vous êtes donc, vous, aux premières loges, acteur et observateur des conséquences de la mondialisation sur le travail notamment, dont vous allez nous parler, sur la vie de nos contemporains, la vie très concrète ici en France. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Beaucoup de choses ont été dites par Philippe Diribarne dans son introduction. Peut-être très simplement, Michel Candesu, un mot de la manière dont le débat a été présenté par Philippe. 2 visions qui s'opposent,
une vision lumineuse et une vision plus sombre. Je crois, sans trahir votre pensée, que vous vous inscrivez plutôt dans une vision, disons, optimiste de la mondialisation. Je dirais plutôt volontariste. Mais j'ajoute tout de suite que ce partage du monde entre ceux qui voient la mondialisation d'une façon lumineuse, ceux qui la voient avec une tristesse et une nostalgie du passé antérieur, me semble difficile à habiter pour ce qui me concerne. J'ai compris que vous me mettiez plutôt dans le camp des joyeux, des optimistes, de la mondialisation. Oui, parce que je crois que si on ne la prend pas par ses côtés positifs, si on ne s'appuie pas sur ces côtés positifs pour combattre toutes les tendances perverses qui s'y trouvent aussi, alors il n'y aura que des perdants. Et donc, je garde cet espoir, je garde une espérance, mais une espérance qui, lorsqu'on regarde précisément vers 2050, vous trace un programme de travail extrêmement exigeant. Alain Finkielkraut. C'est bon ? Ah bon, très bien. Je ne crois pas appartenir à un camp. Je ne suis pas nécessairement nostalgique du monde ancien. Simplement, la mondialisation était une promesse de prospérité par le commerce. Peut-être une partie de cette promesse, de cet engagement a-t-il été tenu, mais aussi de paix par la communication. Et la mondialisation, c'était déjà le rêve de Victor Hugo à une époque où les technologies n'avaient pas atteint la perfection d'aujourd'hui. Mais ce qu'il disait est très intéressant et je voudrais vous le lire parce que ça fait écho à une certaine euphorie contemporaine liée aux nouvelles technologies. Voici ce qu'écrivait Victor Hugo en 1849. « Grâce au chemin de fer, l'Europe bientôt ne sera pas plus grande que n'était la France au Moyen-Âge. Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd'hui l'océan plus aisément qu'on ne traversait autrefois la Méditerranée. Avant peu, l'homme parcourra la terre comme les dieux de mer parcouraient le ciel en 3 pas. Encore quelques années, et le fil électrique de la Concorde entourera le globe et étreindra le monde. » Bien, il s'est passé des choses terribles, mais on a aujourd'hui un peu envie de penser ça. Or, il me semble que ce rêve-là a été brutalement démenti au début de ce siècle, précisément, avec les attentats du 11 septembre. Et là, je vais lire encore un texte, mais je m'excuse, j'abuse de référence, mais c'est un passage extrêmement intéressant du livre de Pierre Manant, La raison des nations. Il analyse la destruction des tours jumelles de Manhattan et il dit que l'information la plus profondément troublante apportée par l'événement réside en ceci. L'humanité présente est marquée par des séparations bien plus profondes, bien plus intraitables que nous ne le pensions. On a détruit le mur de Berlin, mais les événements du 11 septembre révélaient l'existence d'un autre mur, l'impénétrabilité réciproque des communautés humaines. Et on a choisi, justement, de détruire des immeubles qui symbolisaient le commerce et la communication. Et il dit ceci, la communication, il conclut en disant,
La communication par elle-même ne produit pas la communauté. Voilà. On croyait en finir avec la séparation par la mondialisation, et je crois que la séparation est là. La séparation est là. Nous vivons, et j'en parlerai un peu plus tard, dans des sociétés beaucoup plus disloquées que jadis et que naguère. Et c'est une situation à laquelle il faut réfléchir. Toutes les promesses de la mondialisation n'ont pas été tenues. Toutes les promesses de la mondialisation n'ont pas été tenues. Jérôme Chemin, de là où vous êtes, dans le monde du travail, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez ? Bon, déjà passé après Pierre Manant et Victor Hugo, ça ne va pas être évident. Il y a plusieurs aspects sur... J'ai beaucoup aimé l'introduction qui a été faite parce qu'il y avait d'un côté les rêveurs et de l'autre les nostalgiques d'un certain, pas conservatisme, je ne vais pas employer ce mot-là, mais le problème quand on prend le travailleur aujourd'hui avec un grand T, hein, enfin, c'est que ces deux notions coexistent aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut être à la fois pour la mondialisation et contre dans une même journée de travail. On peut être pour la mondialisation parce qu'on a des collègues à l'étranger, etc. On peut être contre la mondialisation parce qu'on se prend des prescriptions de la part de la maison mère qui se trouve des fois dans un autre pays et qui vont à l'encontre de ce que l'on veut faire ou même parfois des règles applicables en France au niveau du droit du travail. Le grand changement aussi sur la mondialisation, sur le monde du travail, c'est la notion de déplacement. C'est-à-dire que avant, pour travailler avec quelqu'un à l'étranger, il fallait se déplacer. Il fallait aller le rencontrer ou que lui vienne nous voir. A commencé ensuite à se développer le travail à distance, où là on a des collaborateurs à l'étranger, où le travail n'est pas forcément facilité puisque les outils de communication ne le permettent pas. Et on a un troisième stade qui est aujourd'hui donc celui des nouvelles technologies qui permet en gros de travailler en quasi-instantanéité avec quelqu'un qui se trouve à l'étranger. Le problème, c'est que ces moyens de communication-là ne créent pas forcément de rencontres. Et c'est ça qui rend la chose des fois très compliquée, c'est qu'on a des fois du mal à se comprendre, on a des fois du mal à obtenir de quelqu'un à l'étranger ce qu'on veut obtenir. Donc il y a beaucoup de coûts cachés. C'est-à-dire qu'on est là des fois à récupérer un peu un travail qui n'a pas été fait correctement, et ça crée évidemment de la souffrance, et ça crée évidemment une certaine rancœur vis-à-vis de la mondialisation. À l'inverse, ces déplacements-là créent aussi une certaine responsabilité. On y viendra peut-être un peu plus loin dans les débats. On a délocalisé du travail dans certains pays, en Inde, en Chine, au Vietnam. Aujourd'hui, les technologies permettent de rapatrier certaines tâches en France, notamment avec l'intelligence artificielle, les algorithmes. Que faire de tous ces ingénieurs, par exemple en Inde, aujourd'hui, qu'on laisse sur le carreau ? Or, on a une responsabilité là-dessus. Seulement, comme c'est loin et comme on a tendance un peu à ne pas le voir, on s'en dédouane. Or, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces travailleurs-là aussi. Donc, la responsabilité devient aussi mondiale vis-à-vis du travail, dans un double mouvement qui était d'abord le travail qui quitte la France et aujourd'hui le travail qui revient en France. C'est très important parce que vous parlez de double mouvement, de flux, de reflux, et précisément la première grande question, la première grande thématique qu'on souhaitait aborder ce soir, c'est l'aspect inéluctable de la mondialisation. C'est longtemps l'argument ultime qui a été opposé aux critiques de la mondialisation. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est le sens de l'histoire. Et la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à une inversion de cette histoire, ce temps de ce qu'on a pu appeler la pensée unique sur la mondialisation est-il aujourd'hui révolu, Michel Camdessus ? Je partage le point de vue de M. Finkielkraut, parlant du démenti apporté par l'attentat des Tours Jumelles. On pourrait d'ailleurs ajouter quelques autres éléments à cela. La crise financière a été par là. J'ai été très, très frappé moi-même de découvrir, quelque temps après le 11 septembre, je tombe sur un article de Mario Vargas Llosa, le prix Nobel de littérature péruvien, qui, quelques mois avant les Tours Jumelles, disait ceci. Ça m'avait beaucoup frappé parce que ça correspondait à peut-être des illusions que j'avais moi-même à ce moment-là encore. Il disait « Jamais
auparavant, dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant de potentialités intellectuelles, scientifiques et économiques pour combattre les maux ataviques de l'humanité, la faim, la guerre, l'exclusion de l'autre et l'oppression. Eh bien, oui, après le tournant créé par ces deux événements, nous sommes ailleurs. Alors, évidemment, la mondialisation n'a pas tenu ses promesses, les gouvernements de la Terre non plus. Nous nous étions engagés à bien des choses pour profiter précisément de la poussée de la mondialisation pour améliorer la condition des hommes partout. Nous n'avons pas tenu nos promesses. L'histoire des relations internationales est une promesse de déclaration magnifique d'engagement non tenu. Bon, mais le fait est qu'il y a eu cette cassure et que nous sommes maintenant dans un paysage très très différent. Le mot qui m'a gêné dans le texte que vous avez lu de M. Manant est le mot terrible d'impénétrabilité réciproque des groupes humains. Je ne m'y range pas. Alors évidemment, nous allons probablement parler de ce problème que nous avons en France aujourd'hui, en Europe aujourd'hui, mais je dis que nous avons certainement à réfléchir à ce problème de l'interpénétrabilité des groupes humains. Nous allons avoir l'occasion de parler de ce thème spécifique. Vous voulez parler notamment de la question des migrants. On aura l'occasion d'en parler. Je voudrais quand même qu'on avance sur ce thème de l'aspect inéluctable de la mondialisation. Aujourd'hui, politiquement, on assiste à un rejet, et parfois dans les urnes, dans les démocraties, de ce phénomène. Alain Finkielkraut, vous mettez ça sur le compte de quoi ? Bien, écoutez, d'abord, il est étrange de nous dire maintenant que c'est inéluctable, alors qu'au départ, c'était une promesse et un projet. Donc là, on est sur un autre registre. Ce n'est plus une promesse, c'est une fatalité. Quelque chose a changé. Et il est assez normal, d'ailleurs, que les peuples se révoltent contre une fatalité. La démocratie, ce n'est pas simplement de souscrire au destin. C'est éventuellement de construire ensemble un destin commun. Mais pourquoi le voit-on comme une fatalité et avec inquiétude ? C'est peut-être que l'Occident, avec la mondialisation, a rencontré la limite ou les limites de sa capacité à ordonner, à organiser le monde. Parce que c'était un grand projet occidental, américain et occidental, d'ouverture des marchés. Et ça n'a pas tourné comme prévu. Si vous voulez. Alors, il est possible, vous l'avez dit, que le travail revienne. Moi, je ne saurais pas dire dans quelle proportion, mais pendant une période, il est parti. La Chine est devenue, on l'a dit avant moi, Eric Israelevich notamment, l'ancien directeur du Monde, l'atelier du monde précisément. Et donc, tout d'un coup, ces capacités industrielles, les capacités industrielles de l'Europe, de la France, qui ont été quasiment éviscérées par la mondialisation. Ça, c'est en tout cas entamé par la mondialisation. Ça, c'est un phénomène, évidemment, qui a beaucoup frappé, qui a donné à réfléchir. Et puis, on a constaté aussi que la mondialisation permettait à de nouveaux acteurs de mener une politique de puissance en dehors simplement de la circulation, de la production et de la consommation. Par exemple, la Chine. Donc tout cela est un bouleversement qui n'était pas inscrit au programme. Et puis, alors, si vous parlez du populisme, de l'orientation de l'électorat dans certains pays européens, Europe centrale, mais aussi Autriche et Italie, alors là, ça nous ramène à la question des migrants. Donc je ne veux pas insister tout de suite, mais Jacques Rupnik m'a dit un jour, Jacques Rupnik, grand spécialiste de l'Europe centrale, parce qu'évidemment, quand on prend ça Kaczynski à Orban, on est effaré. Orban qui dit vive Trump, vive Poutine, et même vive Erdogan,
ce qui, pour un défenseur de l'Europe, a quand même quelque chose d'effrayant. Et puis, quand on pense à la corruption en Hongrie, on se dit, mon Dieu, ce pays est mal parti. Mais là, j'en viens à la question, justement, de la libre circulation des personnes dans un espace mondialisé. Rupnik me disait qu'un collaborateur de Václav Havel, un ancien collaborateur de Václav Havel, lui avait dit « Je ne veux pas que Brno, la deuxième ville de Tchécoslovaquie ou de République tchèque aujourd'hui, devienne la Marseille de l'Europe centrale. » Il faut savoir aujourd'hui que pour un certain nombre de pays européens, la France n'est plus un modèle, mais un contre-modèle. Et ils voyagent beaucoup. On leur dit, mais de quoi? C'est un fantasme. Vous allez recevoir 5 ou 6 migrants. De quoi vous plaignez-vous? C'est absurde, etc. Non, ils voyagent. Ils voient, ils se promènent, ils ont connu Paris, et ils connaissent Paris aujourd'hui. Ils vont peut-être à Marseille et ailleurs, et ils disent, je ne veux pas. Nos nations n'ont pas vocation, selon l'expression consacrée aujourd'hui, à devenir des sociétés multiculturelles. Et si la mondialisation, c'est ça, nous n'en voulons pas. Donc vous voyez, je crois que ainsi s'explique, il y a d'autres raisons, d'autres thèmes que je pourrais aborder, cette montée du populisme dans une partie de l'Europe. Vous anticipez beaucoup sur la suite de nos débats et c'est très bien, ce qui va précisément nous laisser du grain à moudre. Peut-être avant de donner la parole à Jérôme Chemin, je voyais que vous réagissiez, Michel Camp, dessus. En tout cas, moi, ça me faisait penser, ce que disait Alain Finkielkraut, à une phrase que je lisais dans l'introduction de votre livre. Vous dites « Le monde a changé de main ». Le monde a changé de main. Oui. Difficile pour ceux qui se retrouvent aujourd'hui les mains vides d'être en accord avec ce mouvement. Je voudrais dire en 2 minutes, si vous me les donnez, les conclusions de ce travail que nous avons mené avec 26 experts. Eux étaient très compétents, au moins un peu moins, sur les tendances lourdes qui nous préparent, qui structureront 2050. Et cette réflexion, évidemment, nous l'avons menée au lendemain des tours jumelles et avec beaucoup d'applications. Et les conclusions qui en ressortent sont très largement dominées par, évidemment, les phénomènes démographiques. Je vais très très vite vous les résumer. La première, c'est que 2050, ce sera un monde vieillissant où il y aura un continent de la jeunesse qui continuera à croître, qui aura doublé sa population par rapport à aujourd'hui. C'est le continent de la pauvreté. Le continent de la pauvreté et la jeunesse d'un côté, de l'autre côté, le reste du monde. Prolonger la courbe, et ça, les experts de l'ONU nous disent qu'ils ont le droit de le faire maintenant avec tous leurs moyens informatiques et autres. Ils nous disent que 2100, eh bien, l'Afrique aura quadruplé. L'Europe aura perdu de la population. L'Europe aura perdu 90 millions d'habitants. L'Afrique sera passée de 1,5 milliard aujourd'hui à 4,4 milliards. Fond de décor. Seconde réalité, enfin, seconde perspective qui ressort de ces travaux, en effet, le monde change de main. Aujourd'hui, tout simplement parce qu'on on a la conviction que le pouvoir doit aller là où se trouve la puissance économique. Jusqu'à ces dernières années, le G7, je ne vous donne pas la liste des pays du G7, se sentait légitime à orienter le monde. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Aujourd'hui, ce sont les émergents qui ont plus de la moitié de la puissance économique du monde. Et si vous allez jusqu'à 2050, alors les émergents ont 70% et nous, un petit 30%. Donc, le pouvoir économique change de main. Autre grand changement, le monde était rural, il devient urbain. Aujourd'hui, dans 2050, les 2 tiers du monde seront urbanisés dans des conditions que l'on peut redouter, compte tenu de l'énorme effort d'investissement qu'il faudrait faire pour rendre dignes les conurbations qui viennent. Autre phénomène,
tout à fait important parce que la croissance économique va continuer, contrairement à ce que certains ont souhaité. Les classes moyennes mondiales, calculées telles qu'on les calcule aux Nations Unies, explosent et atteignent, avec les classes supérieures, plus de 80% de la population mondiale. Ce qui fait que 4 milliards de personnes supplémentaires vont s'inviter au banquet de l'humanité selon les modes de consommation que malheureusement la télévision leur propose tous les soirs. Cela au moment même où le changement climatique va exercer une pression encore plus forte que celle qu'ils exercent déjà sur les ressources naturelles. Alors on nous dit qu'il faudrait 2 ou 3 planètes pour nourrir ces gens-là, elles ne seront pas là. Ce qui nous pose un problème formidable de changement de nos modèles de consommation, entre autres. Je passe très très vite. Pendant ces années-là, il y aura aussi la poursuite des progrès fulgurants de la science dans tous les domaines, mais y compris dans les domaines où elle peut être dangereuse, dépenses militaires, fantasmes d'un transhumanisme. Il y a cependant 2 choses qui ne changent pas, et sur lesquelles j'appelle votre attention. La première, c'est que la croissance subsiste, mais constamment mise en péril par la montée des inégalités et l'instabilité financière, si on n'y porte pas remède, et hélas, le maintien de la menace que font peser sur l'humanité ces agents non étatiques métenteurs de pouvoir militaire et de la violence. Alors voilà le tableau. Et c'est donc en face de ce tableau qu'il faut se placer pour se dire comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer sur ce qui est positif là-dedans, pour améliorer la condition de l'homme et contenir, freiner, éviter tout ce qui est dangereux. Voilà en gros le tableau que je pouvais vous présenter. Le tableau est dressé. Jérôme Chemin, je vous repose cette question, alors peut-être différemment concernant l'aspect inéluctable de ce... Non, pas inéluctable. On peut le corriger. On peut corriger ces tendances, mais à condition de prendre un certain nombre de mesures sur lesquelles je reviendrai volontiers. Sur la mondialisation telle qu'on en perçoit les symptômes aujourd'hui, Jérôme Chemin, est-ce que vous considérez qu'il y a moyen, de réguler? Vous nous parliez de l'Inde tout à l'heure, et je me dis que l'un des aspects de la mondialisation, c'est l'interdépendance qui se manifeste chaque jour, y compris par exemple dans cet objet que j'ai devant moi, qui est un téléphone portable, qui a été conçu aux États-Unis, fabriqué en Chine et importé ici. Comment est-ce que nous pouvons nous défaire de cette interdépendance économique qui s'est construite peu à peu depuis plusieurs décennies? Déjà, c'est bien le problème, c'est que jusqu'à présent, dans les entreprises, la mondialisation qu'on a vendue aux salariés, ce n'était pas forcément une mondialisation très positive. Quand vous allez voir un salarié de PSA et vous lui dites que son travail va être fait désormais en Pologne ou en Roumanie, il ne va pas avoir une vision forcément très positive de la mondialisation. Maintenant, croire qu'on réglera aujourd'hui les problèmes uniquement en France, c'est une pure utopie. On se plantera, de toute façon. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, même pas les institutions, mais ceux qui dictent aujourd'hui, les chefs d'orchestre de la mondialisation, malheureusement, c'est les entreprises. C'est elles qui dictent aujourd'hui, qui dictent le rythme aujourd'hui. On voit bien que le politique et l'économie, le politique et le social, en fait, arrivent après. On a besoin d'un temps de réflexion beaucoup plus long que l'économie. Voilà. Personne n'avait vu arriver Uber, personne n'avait vu arriver ce genre d'entreprises qui se sont développées partout, qui n'ont pas réussi partout d'ailleurs. C'est très intéressant. Uber s'est planté en Chine, par exemple. La deuxième chose, c'est qu'on a un regard aussi où on a tendance, ce regard, il a tendance à copier un petit peu les formes de développement. C'est-à-dire qu'on pense que tel pays s'est développé comme ça, du coup, tel pays se développera aussi comme ça. Je donne un exemple tout récent, une boîte française florissante, Gemalto,
qui s'occupait des cartes à puce, voilà, de la carte bleue. Hein. Vous avez tous une carte avec une puce. Gemalto avait des vues énormes sur le monde. Il se disait qu'il allait conquérir le monde puisque la Chine allait se développer, donc les moyens de paiement chinois allaient permettre, avec les cartes à puce, etc. Voilà, le marché était fantastique pour Gemalto. Manque de bol, la Chine a sauté une étape. Ils ont sauté une étape, ils sont passés directement du paiement main à main au paiement par téléphone portable. C'est-à-dire que la carte à puce, il n'y en aura pas. Bon, Gemalto, malheureusement, c'est voilà, racheté par Thales, donc une difficulté. Mais c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui anticipée. C'est-à-dire que le social et le politique courent après l'économique. Et forcément, les régulations, on ne les voit pas encore maintenant. Mais elles commencent à arriver. Voilà. Vous avez eu un événement qui, pour moi, aurait dû faire les premières pages des journaux en novembre 2017, hein, en Suède. Les Européens ont réussi à se mettre d'accord sur un socle commun de droits fondamentaux du travail. 20 principes édictés sur lesquels ils s'entendent. Maintenant, il faut qu'une autorité du travail européenne se mette en place. C'est sur quoi travaille la Commission européenne actuellement. Donc, il y a un commissaire européen qui est détaché sur cette question qui avance. Voilà. Je donne d'autres exemples, hein, on pourrait en donner plein. La loi sur le secret des affaires, la protection des données personnelles, on y reviendra peut-être tout à l'heure, etc., sont des règles européennes qui vont aujourd'hui arriver sur le droit français, directement, sans passer par des textes, des décrets, etc. Donc, on a aujourd'hui ce contrebalancier qui n'est pas encore tout à fait visible pour les gens, qui est un mouvement de régulation politique et sociale sur ce que je dirais, les économies, les entreprises ont dicté jusqu'à présent sur le marché. Seulement, ça va très vite. Et c'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de travailler sur un modèle qui n'est déjà pratiquement plus d'actualité puisqu'on est déjà sur le modèle d'après. Et c'est ça qui rend difficile la question. En tout cas, nous, en tant que syndicalistes, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans la loi française qu'on va régler tous les problèmes. Après, on pourrait parler de la taxation des GAFA, etc., mais c'est un autre sujet. On parle de loi, de régulation. Vous disiez tout à l'heure, Michel Cantu, en commençant, que vous aviez une vision volontariste. Je vous écoute depuis tout à l'heure, et notamment Jérôme Chemin, et je me dis que la mondialisation n'est pas un phénomène gouvernable. Est-ce qu'il est possible d'agir politiquement sur les phénomènes que vous venez de décrire, que Jérôme Chemin décrivait tout à l'heure, et si oui, à quelle échelle ? Je crois qu'il est gouvernable, je crois surtout qu'il doit être gouverné. À quelle échelle ? Comme M. Chemin vient de le dire, ça ne peut pas être à l'échelle de la nation seule. La nation, à mon avis, existera toujours. Je ne crois pas à un monde post-national, tout simplement parce que la nation est le siège où s'exprime la démocratie. Et donc, oui, mais il faut que les régulations se situent là où jaillissent les problèmes et là où ils se posent. Et donc, je crois très fortement, en effet, à des régulations au plan national quand les problèmes sont nationaux et de souveraineté, mais je crois évidemment qu'il faut une régulation beaucoup plus forte au plan européen. Et là, il y a un immense problème pour l'Europe de se renouveler. Et je crois à la nécessité d'une gouvernance mondiale. Il y a des problèmes qui sont mondiaux, qui requièrent des règles mondiales. Et je sais combien la crise actuelle des Nations Unies peut engendrer de scepticisme à cet égard. Mais face aux problèmes du monde tels qu'ils se posent, aux catastrophes qui sont devant nous, j'espère que les nations arriveront à s'entendre, provoqueront un sursaut permettant l'adoption de ces régulations. Vous posez la même question. Oui. Que faire ? Écoutez, à quelle échelle agir ? Je n'ai pas du tout la compétence de M. Cam dessus, mais je vais, disons, prendre un exemple, puisque vous avez parlé de l'Afrique, oui, et du développement démographique de l'Afrique, 4 milliards d'habitants, je crois. 4 milliards 400. 4 milliards 400, voilà, à l'horizon 2100. Donc, on peut se tromper de 300 millions. Voilà, mais... Donc, agir, ce serait aider, dans la mesure du possible, faire tout ce qu'on peut pour assurer la transition démographique. Oui. Parce que, excusez-moi, j'ai encore un autre livre à citer, j'espère que vous ne m'en voulez pas.
Enfin, En je sculpture, pense c'est par ça. moi-même avec le secours des autres. Mais c'est un livre tout à fait extraordinaire de Stephen Smith, qui s'intitule La ruée vers l'Europe. Stephen Smith a été journaliste au Monde, puis à Libération, et il est maintenant professeur d'études africaines, je crois, dans une université américaine, Duke University, en Caroline du Sud, je crois, ou du Nord, je ne sais pas. Donc, il dit ceci, il dit que, certes, on peut insister sur la corruption et la gabegie d'un certain nombre de gouvernements africains, mais il faut dire que satisfaire les besoins en biens publics et en infrastructures d'une population en croissance exponentielle n'est de toute façon pas un pari tenable. Si ça continue, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ça, de toute façon, c'est sûr. Et d'un autre côté, les traditions en Afrique sont très fortes. Il est extrêmement difficile de les modifier. Mais c'est sans doute une question qui doit être traitée à toutes les échelles, à l'échelle africaine, mais peut-être aussi à l'échelle européenne ou mondiale, parce qu'elle est absolument capitale. Et sur l'Afrique, je voudrais dire autre chose, parce que aujourd'hui, évidemment, devant la pression démographique, les mouvements incontrôlés de population, les Occidentaux, les Européens réagissent par l'aide au co-développement. Pas beaucoup. Par l'aide au développement, par Pas le beaucoup. co-développement. Ils essayent de réagir. Ils essayent. Ils pensent en tout cas que c'est le bon remède, parce que ça va stabiliser les gens chez eux. Les jeunes estimeront qu'ils ont un avenir, donc ils ne seront pas tentés de partir avec tous les aléas, les dangers terribles du voyage vers une Europe qui plus est de moins en moins accueillante. Mais voici encore ce que dit Stephen Smith. Il dit qu'avec cette aide au développement, pour le moment, les pays riches se tirent une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce que, dans un premier temps, ils versent une prime à la migration en aidant les pays pauvres à atteindre le seuil de prospérité à partir duquel leurs habitants disposent de moyens pour partir de s'installer ailleurs. C'est l'aporie du co-développement qui vise à retenir les pauvres chez eux alors qu'ils financent leur déracinement. Pour dire les choses autrement, les plus pauvres restent chez eux. Ceux qui sont dans les campagnes, ils ne sont pas tentés de partir. Mais dès que vous entrez justement dans ces classes moyennes dont vous parlez tout à l'heure, eh bien, voilà, vous regardez autour de vous, vous avez toutes ces merveilleuses technologies, vous avez les ordinateurs, vous avez le téléphone portable, vous voyez par là ce qui se passe en Europe, vous habitez dans des villes, dans des agglomérations effrayantes, de plus de 20 millions de personnes, Lagos par exemple, donc vous partez. Et c'est là, si vous voulez, où l'aide produit des effets pervers. Donc il y a des choses à faire, mais c'est extraordinairement difficile. L'aide au développement est peut-être insuffisante, mais voilà les premiers résultats qu'elle donne. Quant à la transition démographique, les résistances sont très fortes, alors qu'elle est absolument indispensable, parce que pour qu'il y ait une mondialisation heureuse, il faut que les gens soient tentés de rester chez eux. Jérôme Chemin, je voudrais qu'on parle maintenant tout à l'heure, Michel Camdessus disait il faut faire attention, ce système pourrait ne faire que des perdants. Aujourd'hui, on a parfois le sentiment qu'il y a des gagnants et des perdants. Vous nous donniez l'exemple de l'Inde tout à l'heure, gagnante à un moment, puis un reflux maintenant. Est-ce que la mondialisation, c'est un système dans lequel le moins-disant social a toujours le dessus? C'est une des critiques que l'on adresse à la mondialisation. De là où vous êtes, comme responsable syndical, est-ce que vous souscrivez à cette critique? Il y a deux choses. C'est qu'avec la mondialisation telle qu'elle est faite par certaines entreprises, oui, on va vers le moins-disant social. Quand vous prenez Amazon qui fait Amazon Truck, qui permet en gros de réaliser quelques tâches, payer quelques centimes, etc., c'est sûr que ce n'est pas le mieux-disant social qui est fait pour les gens qui travaillent à l'aide de ces plateformes.
D'un autre côté, je pense que ce contre-coup, justement, il est là, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les institutions européennes et mondiales commencent à réfléchir justement à un contre-mouvement de balancier. Parce qu'ils savent que ce mouvement ne viendra pas naturellement au sein des entreprises. Il ne faut pas quand même être complètement... voilà, il ne faut pas rêver non plus. Mais il y a des résistances. C'est-à-dire que cette mondialisation dont on parle, qui est de la mondialisation des échanges, les gens, justement, discutent entre eux et voient beaucoup plus facilement qu'avant les déséquilibres qu'il y a. C'est-à-dire que nous, nous, on a des salariés chez Accenture, des salariés en Inde qui sont évalués par des salariés français. Le salarié français voit le salaire de l'Indien, et l'Indien connaît à peu près les salaires en France aussi. Donc il y a des discussions qui sont faites, etc. A contrario, ça crée même des déséquilibres assez intéressants, puisque en France, on a une stagnation des salaires qui est quand même, voilà, aujourd'hui, 1, 2, 3% d'augmentation, etc. Voilà, on est aujourd'hui dans des pays comme, si je prends par exemple certains, à une époque la Roumanie, l'Inde, etc. Voilà, quelqu'un qui a une faible augmentation dans ces pays-là a 20%. Donc le salarié français se dit, purée, mais il a 20%. Oui, mais enfin 20% de quoi? Et puis regarde le taux d'inflation dans ce pays-là. Donc il faut faire de la pédagogie aussi. C'est ça. Le problème du moins-disant, il est sur une méconnaissance de l'autre. Et on ne pourra pas évoluer sur les normes sociales si on maintient cette méconnaissance de l'autre. On ne pourra pas non plus comprendre qu'on est schizophrène, c'est-à-dire qu'on est à la fois travailleur et à la fois consommateur. On est content de défendre le salarié français, le travailleur français, mais d'un autre côté, on va acheter sur des plateformes où c'est moins cher, etc. On le fait tous. Voilà. Parce qu'il y a un moment ou un autre, il y a le pouvoir d'achat, il y a la possibilité de réaliser, il y a la possibilité... Voilà. Mais c'est ça qui est aussi difficile, c'est que c'est plus qu'un changement de mentalité sur le monde du travail, c'est aussi un changement de mentalité en tant que citoyen et consommateur. Voilà, citoyen, consommateur. Et c'est là que, voilà, on essaye des fois de séparer un petit peu les choses, voilà, mais vous avez des gens qui critiquent, qui viennent défendre les salariés qui travaillent pour Uber, et d'un autre côté, qui utilisent eux-mêmes ces plateformes-là parce que c'est quand même vachement plus pratique. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'il faut véritablement avancer, non pas dégrader les conditions des taxis G7 pour qu'ils soient un tarif égal d'Uber, c'est améliorer les conditions de travail d'Uber pour qu'ils rejoignent éventuellement les conditions de travail des chauffeurs de taxi, qui ne sont pas non plus toujours très reluisantes. Et c'est là-dessus le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne fais aucune allusion par rapport à la politique sur le ferroviaire, quoique, on tire vers le moins-disant social. On se dit, voilà. Et c'est là le problème, c'est qu'on n'avance pas dans la bonne direction, c'est de se dire, définissons déjà qu'est-ce qu'une norme, qu'est-ce qu'on veut pour la société. C'est un projet de société qu'on défend à travers le travail. C'est ni plus ni moins qu'un projet de société. Qu'est-ce qu'on veut comme monde là-dessus? Là-dessus, une fois qu'on a défini ça, travaillons sur les normes que l'on veut, etc. Si on veut un monde pourri, on peut faire des normes pourries, il n'y a pas de problème. Il faut juste se le dire au départ. Voilà. Et je pense que c'est déjà là-dessus qu'on doit travailler. On ne peut pas le faire seul, je le disais tout à l'heure, parce que les entreprises ne sont plus françaises, ni même européennes, elles sont aujourd'hui mondiales. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec M. Candessu, il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la France, hein, attention, il ne faut pas dire que tout devient européen et qu'on perd notre souveraineté, etc. Enfin, c'est une espèce de... Voilà. Mais il faut faire attention à ça, c'est de se dire, voilà, quel modèle nous, en tout cas, en tant que Français, en tant qu'Européens, en tant que citoyens du monde, on veut. Voilà. Michel Candessu, est-ce que le problème le péché originel, j'allais dire, de la mondialisation telle qu'on l'a vécu depuis une trentaine d'années, c'est pas justement qu'on est en compétition aujourd'hui avec des pays qui n'ont pas le même projet de société que nous, ce que souligne Jérôme Chemin? D'abord, j'ai des problèmes avec la notion de péché originel. Et aussi avec celle de moins-disant social, parce que quand on l'applique globalement à la société mondiale, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de millions de gens qui, pendant cette phase de mondialisation, ont quand même été arrachés à la misère absolue. Mais c'est difficile, quand on habite une ville moyenne en France aujourd'hui, d'être sensible à cet argument. Mais évidemment. N'empêche qu'aider les gens des villes moyennes en France aujourd'hui à élargir un petit peu leur horizon, tout en leur disant que la mondialisation n'est pas un horizon indépassable, c'est aussi utile. Mais je reviens sur le point par lequel vous avez conclu, Monsieur Finkielkraut, vous l'avez dit, si nous voulons que les Africains restent chez eux, il faut qu'ils soient tentés de rester chez eux et que donc leurs conditions s'améliorent. Et ici, alors, paradoxalement,
notre ami Stephen Smith nous dit « Attention, je ne jouez pas à ça. Si vous améliorez leurs conditions, ils auront assez d'argent pour migrer et ils migreront. » Et donc là, on serait dans un cercle vicieux. Mon point de vue est que il y a une vue de l'esprit à considérer que si on améliore leurs conditions, on les poussera à partir. Certains auront vu en effet les revenus du groupe familial s'améliorer un petit peu et malheureusement on désignera le meilleur, le plus vigoureux pour aller alimenter la noria des ressources familiales. Mais je crois que sur un plan plus général, il faut aider l'Afrique, il faut l'aider mieux, sans trop craindre que ceci alimente un phénomène qui est un appauvrissement de l'Afrique, puisque ce sont les meilleurs qui partent. Alors, il y a le problème démographique sur lequel je souhaiterais dire un mot. Il est bien vrai qu'il faut que l'Afrique réussisse sa transition démographique. Alors, c'est facile à dire quand on est ici, quand on n'est pas immergé dans ces sociétés puissamment charpentées par leurs traditions, mais tout de même, j'ai travaillé dans, je crois, la totalité, sauf 2 ou 3 pays d'Afrique. Et chaque fois, nous avons discuté ce problème. Et les réponses étaient celles-ci. 1. Évidemment, il faut mettre à la disposition de l'Afrique les moyens de prévention des naissances les plus modernes et les plus sûrs, mais il y a 2 éléments aussi importants, si ce n'est davantage. 1, la scolarisation des filles. L'évidence, c'est qu'une jeune fille qui arrive à rentrer dans le secondaire et à avancer dans le parcours de secondaire, sait comment il faut faire pour maîtriser sa fécondité. Et une femme que j'admire beaucoup, avec laquelle j'ai eu le privilège de travailler, qui est la seconde épouse de Mandela, Madame Graça Machel, ajoute « Et il faut aussi que nous nous mettions à éduquer les garçons à la responsabilité sexuelle. » Ce n'est pas une petite affaire. Un mot simplement sur les effets pervers de l'aide au développement. Je ne crois pas que Stephen Smith dit qu'il faut arrêter l'aide. Il dit, voilà, il se demande comment on peut sortir de ce cercle. Mais bien entendu, c'est un homme qui aime l'Afrique. Simplement, même Hervé Lebras, le démographe Hervé Lebras, fait le même constat en disant que oui, il y a une très forte émigration et elle est plutôt le fait de gens qui sont sortis de la misère que des plus pauvres. Voilà, c'est le constat qu'ils font tous les deux. Mais on ne peut pas évidemment se considérer que la solution, ce serait de continuer à appauvrir l'Afrique. Évidemment, personne ne peut, dans son bon sens, personne d'un peu humain ne peut penser cela. Sur la démographie, la marge de manœuvre des gouvernants est très étroite. C'était le premier président de Tanzanie, je crois qu'il s'appelait Nyerere, c'est ça, qui disait que les dirigeants qui voulaient emmener leur population là où ils le souhaitaient avaient autant de pouvoir sur elle qu'un pique-bœuf sur le dos d'un rhinocéros. Donc voilà, permettre, assurer cette transition démographique, c'est en effet l'objectif qu'il faut à tout prix s'efforcer d'atteindre. C'est important qu'on parle, qu'on ait une vision globale de la mondialisation. C'est important aussi qu'on parle de la manière dont cette mondialisation est vécue chez nous, ici en France. Une question qui s'adresse à tous les trois, mais peut-être d'abord d'ailleurs à Jérôme Chemin, compte tenu de votre expérience en entreprise. Est-ce que selon vous, la résistance à la mondialisation est plus forte, ou en tout cas est spécifique chez nous, ici en France? On peut faire abstraction de ce qui s'est passé depuis un an, parce que l'élection d'Emmanuel Macron agit peut-être en trompe-l'œil, mais pendant longtemps, notre pays a semblé être, en Europe en tout cas, l'un des plus rétifs. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que je me trompe en disant ça?
Sur un exemple très concret que j'ai en tête, il est vrai que par exemple, quand un projet, moi je suis dans une boîte américaine qui émane des États-Unis, arrive et doit être déployé dans le monde entier, en Europe, vous avez 2 pays qui résistent. Ça ne veut pas dire que le projet ne se fait pas. C'est-à-dire qu'ils résistent, c'est la France et l'Allemagne. Généralement, ce qui est issu des discussions qu'il y a avec la France et l'Allemagne modifie quelque peu le projet, souvent, de façon très réduite. Mais ça modifie quand même sur certains aspects. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des questions de bon sens aussi, des choses qui sont partagées forcément par les autres pays. Mais disons que les autres pays approuvent le projet et font des remontées. Nous, on bloque et on fait remonter, on attend que ça change. Voilà. C'est des conceptions qui sont différentes. Mais à l'arrivée, cette résistance, elle est intéressante. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y a une résistance qui est... puis on est en France, on aime bien discuter. C'est ce que nous reproche. Moi, j'ai travaillé avec des Belges et des Hollandais pendant longtemps. J'ai ça sur le compte de quoi ? Ça, je ne sais pas. Je pense que culturel, Delcros serait plus que moi même de le dire. Mais voilà, on est comme ça et on est en tout cas, on est bien conscient qu'on est comme ça. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on râle des fois sur des choses, etc. Mais c'est toujours dans un souci, de se dire attention, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui est je pense qu'il y a une véritable interrogation à se faire, même nous, à nous poser sur la façon dont sont présentés les projets dans le monde. Je vous cite un autre exemple, si vous me le permettez, toujours avec l'Inde. On a un projet LGBT, un projet LGBT à travers le monde entier, pour le mouvement gay, lesbien, etc., dans l'entreprise Accenture, qui est portée par le PDG, avec la possibilité de mettre un petit badge si on est gay friendly, etc., donc ouvert. Les Indiens l'ont tous mis sur leur signature. Or, on connaît les réflexions qu'il y a en Inde vis-à-vis de l'homosexualité, etc. Mais ils le font parce que c'est l'entreprise qui leur demande. Voilà. En France, vous avez un taux qui est faible, c'est-à-dire que même ceux à la rigueur qui soutiennent par rébellion parce que l'entreprise s'est emparée du sujet ne vont pas le mettre. Voilà. Vous voyez, c'est un sujet qui est très clair, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même façon d'approcher les projets, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est peu résistant à la mondialisation. Je pense qu'il y a une façon, en tout cas, de prononcer notre, pas forcément désaccord, mais notre réflexion qui est très différente. Alors d'où ça vient, je ne sais pas. Peut-être qu'on est un pays de râleurs, je ne sais pas, ça se saurait. Mais je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de... Moi, je pense que ce qu'il faut garder, en tout cas, dans nos entreprises, et qui ont ça a tendance des fois un petit peu à disparaître dans les nouveaux modes de collaboration et des fois l'individualisme, c'est ce lieu de débat, en tout cas, qui manque. Et qui font que, justement, on perçoit d'abord la résistance avant de percevoir le débat. Sur ce sujet, Michel Candessus, la France, selon vous, a-t-elle plus résisté, a-t-elle présenté plus de résistance à ce phénomène de la mondialisation ? Écoutez, il faudrait remonter peut-être dans l'histoire économique, remonter jusqu'au début de la révolution industrielle. Elle s'est produite un peu plus tard chez nous. Nous avons été un pays plutôt protectionniste tout au long du XIXe siècle. Nous avions la plus belle agriculture du monde. Mais lorsque je vois ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai toujours vu, dans la classe intellectuelle française aussi, un débat beaucoup plus clivé qu'ailleurs sur les mérites et les inconvénients de la mondialisation. Mais lorsque je regarde les résultats, finalement, la France est bien présente dans la mondialisation et nous avons de grandes entreprises qui jouent bien leur rôle. Nous avons des scientifiques qui sont au top dans beaucoup de domaines. Et donc, je crois que les peuples ont leur caractère, ont leur attitude, mais finalement, nous sommes dans le jeu et nous le jouons parce qu'on est quand même mondialement dans une économie de marché. Oui, je ne crois pas que les Français soient majoritairement hostiles à la mondialisation, à ses opportunités commerciales, et puis en France comme ailleurs règne un amour peut-être immodéré de la technologie qui nous connecte partout. Donc la mondialisation de ce point de vue-là est entrée dans les mœurs. Il y a une résistance bienvenue au dumping social, ça c'est évidemment tout à fait légitime,
et peut-être aussi une résistance, comme dans les autres pays européens, à l'un des contre-coups de la mondialisation, qu'est le multiculturalisme. Les multiculturalismes, je crois que beaucoup de Français, il est défendu ici avec éloquence par certains, mais je ne crois pas, je crois que beaucoup de Français sont très sceptiques quant à ses vertus. Ils en voient plutôt les travers. Ils s'inquiètent de la fracturation de leur pays. Et on assiste, je crois, à... parce que la mondialisation, c'était le sans-frontiérisme, on assiste à une réhabilitation des frontières. Les frontières nationales, mais aussi les frontières européennes. Il faut qu'elles fonctionnent à nouveau. Les frontières, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas, si vous voulez, un objet périmé qui appartient à un âge où les gens ne s'aimaient pas, où ils se faisaient la guerre, etc. Non. Les frontières retrouvent leur signification précisément parce que la civilisation européenne, ou ce qu'il en reste, et cette composante de la civilisation européenne qu'est la civilisation française, veulent persévérer dans leur être, et voilà. Et les frontières délimitent cet être. Voilà. Donc je ne dirais pas hostilité à la mondialisation, mais peut-être, en effet, réhabilitation paradoxale des frontières. Michel Candesu, dans le tableau que vous dressez, et dans, encore une fois, à la fois si on se tourne sur les 30 prochaines années et si on se retourne sur les 20-30 dernières années, est-ce que ces difficultés culturelles que pointe Alain Finkielkraut, est-ce qu'elles ne sont pas sous-estimées ? Voilà, cette résistance, y compris politique, est-ce qu'elle ne vient pas de là aussi, la volonté de conserver une forme d'identité ? Moi, j'observe qu'il y a des réticences au multiculturalisme. Je ne souhaite pas du tout un monde où, dans une espèce de rêve absurde, les cultures viendraient à s'oblitérer et où probablement d'ailleurs l'unification culturelle se ferait par des sous-cultures, n'est-ce pas, par McDo, par tout ce que vous voudrez, probablement par en effet les rapprochements en matière scientifique, mais les univers culturels dont nous avons hérité, je crois qu'ils doivent être préservés, mais je crois qu'ils ne sont pas incompatibles avec des formes d'intégration, je vais même employer le mot intégration régionale, européenne par exemple. Si je devais vous dire le fond de ma pensée, je suis partagé entre deux pères spirituels. L'un c'est, et je crois qu'on se retrouve sur ce point, l'un c'est Charles Péguy, l'autre c'est Robert Schuman. Tels sont nos Français, dit Dieu, ils ne sont pas sans défaut, ils s'en faut, mais malgré tous leurs défauts, je les aime encore mieux que tous les autres, censément, avec censément moins de défauts. Il n'y a que moi, dit Dieu, qui suis sans défaut, etc. etc. J'ai baigné là-dedans pendant mon adolescence. Je crois à cette forme mystico-charnelle du patriotisme. Et je crois que nous devons préserver et partager avec ceux qui nous suivent cet essentiel culturel national. Avons-nous besoin de frontières réhabilitées pour ça ? Là, on peut en débattre. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'il y a dans notre être national quelque chose qui s'appelle l'ouverture au monde. La France a été quand même un grand pays d'ouverture. Et Dieu sait combien nous nous sommes souvent rengorgés sur notre rapport à des droits de l'homme, etc., comme si nous avions été les seuls à les inventer. Mais enfin, très bien. Je pense que le défi de nos générations, c'est bien celui-là. C'est de donner au monde, de donner à l'Europe les structures de gouvernance rendues nécessaires par l'état de la mondialisation, peut-être, mais tout en préservant on appelle ça, je crois, la francité, en tout cas, notre essentiel culturel fondamental. Jérôme Chemin, Michel Candesu a parlé de patriotisme. Dans une entreprise
mondialisé comme Accenture, est-ce que ce n'est pas un gros mot? Alors, on est une boîte américaine avec un donc, PDG français et on a un PDG monde français, mais qui ne fait pas état de son côté français, qu'il l'efface. Non, c'est un mot que je n'ai pas entendu depuis longtemps, patriotisme. Je ne sais pas. Non. En tout cas, il y a des identifications très fortes pour lesquelles on joue, parce qu'on est aussi organisé par région. Je vous parlais tout à l'heure des Belges et des Hollandais avec qui on discutait, puisqu'on est organisé autour de ces trois pays. Avec le Luxembourg, il ne faut pas que je les oublie quand même. Et c'est vrai que voilà, moi, quand j'étais responsable d'un pôle voilà, France-Benelux, on faisait comme ça des échanges, voilà, des échanges pour savoir voilà, quel est le trait, les Belges, quel trait ils trouvaient chez les Français, etc. Voilà, bah, nous, on passait 3 heures à table tous les midis. Voilà. Et vous ne constatez pas, il fallait toujours qu'on débatte, dans l'entreprise, d'uniformisation? Non, il n'y a pas du tout il y a un attachement très fort au multiculturel, mais ça, c'est beaucoup aux boîtes américaines, donc c'est pas forcément très représentatif vraiment de la mondialisation. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que il y a une spécificité quand même française, voilà, qui a été longtemps défendue au sein de. Voilà, on nous a reproché d'avoir le PDG Monde, donc on est un peu au centre. Donc le patriotisme, c'est pas nous qui le donnons, c'est les autres qui nous le renvoient finalement. Mais il n'y a pas cette idée d'attachement ou de parce qu'on est tous mis dans des procédures mondiales, dans des procédures voilà. Mais il y a toujours cette résistance. Par contre, hein, si on veut parler de patriotisme, il y a quand même une petite résistance qui s'opère. Mais là, c'est tous les pays qui s'opposent à ce qu'on appelle global. Global, c'est ce qu'on appelle la maison mère aux États-Unis. Voilà, c'est global. Quand il y a un problème qui ne va pas, on dit c'est global qui a mis ça en place, c'est global, etc. Le global est personnifié. Là, il est personnifié le mal et surtout, c'est que tout le monde le subit. C'est-à-dire que même le PDG Monde en parle de global, que ce n'est pas de sa faute. Donc c'est devenu une entité autonome. C'est le truc un peu facile, vous savez, sur qui il faut taper quand on a des problèmes. Donc là-dessus, il y a un développement de patriotisme dans le sens où des fois, voilà, il y a un projet qui arrive, ce que je vous disais tout à l'heure, comment on va résister un petit peu pour le faire, mais ça s'arrête là. Et ce n'est pas quelque chose de revendiqué, il n'y a pas un patriotisme. Voilà, on n'a pas le drapeau français à la fenêtre, sauf en 98, quand on était sur les Champs-Élysées pour l'équipe de France. Mais c'est la seule fois où il y a eu le drapeau français chez Accenture. Est-ce que l'un d'entre vous... Oui, dites. Quand Michel Camdessus se réclame de Peggy, moi je rends les armes. Je n'ai plus aucune objection à lui faire. Alors je n'ai pas découvert Peggy, je n'ai pas baigné dans Peggy quand j'étais adolescent. Et là, à nouveau, le mot de réhabilitation me vient à l'esprit parce que j'ai eu le sentiment, je l'ai découvert dans les années 80, et j'ai eu le sentiment d'avoir à le réhabiliter parce qu'il était considéré comme le père fondateur, avec Barrès, du national-socialisme à la française. Et c'était pour moi une grande souffrance parce que j'avais lu le livre de Gershom Scholem, un grand érudit juif qui vivait en Israël. Dans un de ses livres, il faisait état de l'extraordinaire amitié entre Peggy et Bernard Lazare, et il disait que justement l'Allemagne, alors qu'on parlait tant de symbiose judéo-allemande, n'avait jamais connu un phénomène de ce type, une amitié pareille. Il dit ça, c'est spécifique à la France, et c'est extraordinaire. Et il est vrai que les lignes que Peggy consacre à Bernard Lazare dans notre jeunesse sont l'une des lignes parmi les pages les plus belles de notre littérature. Mais justement, Peggy a combattu l'antisémitisme français du début à la fin, en dépit de toutes ces métamorphoses, c'est-à-dire pendant l'affaire et dans notre jeunesse, écrit très tard, en 1911. Mais là, l'antisémitisme revient en France. Et il revient, mais c'est un produit d'importation. C'est un produit d'importation, c'est tout. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait? On parle des migrants, l'immigration, etc. Oui, d'accord. Mais voilà, il y a des assassinats, il y a des juifs qui déménagent. Quand je parlais du multiculturalisme, c'est aussi ça. Des juifs qui déménagent d'Île-de-France de certaines communes parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Ils vont à Vincennes, à Saint-Mandé, dans des arrondissements de Paris. Etc. Comment? Moi, je suis né 4 ans après la guerre, protégé, si j'ose dire, par l'ombre d'Auschwitz. Je n'aurais jamais pu imaginer un phénomène pareil. Et c'est l'un des phénomènes, l'un des symptômes de la fracture dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas le seul. Je ne vais pas faire du tout ici de judéocentrisme. Mais
il est assez extraordinaire, justement, que l'antisémitisme revienne comme produit d'importation. Donc, il faut, peut-être, Manon va-t-il trop loin en parlant d'impénétrabilité des communautés humaines, mais il faut se rendre compte de ce que signifie dans les faits, de ce que signifie concrètement cette séparation surgit alors qu'on vivait dans le monde de la communication le 11 septembre. Voilà l'un des sens qu'elle peut prendre. Voilà pourquoi, si l'on n'est pas hostile à la mondialisation, on peut s'inquiéter d'un certain nombre de ces contre-coups. Michel Candessu. Je suis très, très touché par ce qui vient d'être dit et nous sommes tous désemparés devant, en effet, cette nouvelle vague d'antisémitisme qui est là, manifeste. Et je me demandais, j'ai du mal à l'associer aussi directement peut-être au phénomène migratoire. On peut en parler, mais ce dont je suis certain et ce pourquoi j'aimerais pouvoir me battre, c'est que notre pays devrait faire fond sur la répulsion unanime que ces nouvelles formes d'antisémitisme provoquent quand même, ou très large, très généralisées, pour précisément le faire reculer et l'éliminer. C'est typiquement une grande cause nationale sur laquelle notre patriotisme devrait se mobiliser. Nous allons, dans le quart d'heure qui nous reste, faire comme toujours dans ces conférences repères et perspectives, c'est-à-dire vous donner la parole aux unes et aux autres. Des micros vont circuler. Nous comptons toujours sur vous, à la fois pour faire relativement court, et puis ne pas hésiter. Alors, on va faire comment dire, vous allez formuler, vous allez faire remonter les questions, hein, c'est ça ? D'accord, alors on a la possibilité de faire circuler le micro ce soir, c'est très bien. Donc voilà, posez des questions autant que possible à nos trois intervenants. Merci beaucoup. Bonsoir. La question que je voudrais vous poser, c'est, il me semble que la mondialisation jusqu'à présent a été abordée toujours plutôt sous l'angle des flux économiques, voire des questions de nationalité. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue, du point de vue de la personne en tant que, comment est-ce qu'elle se réalise, quel projet on a pour elle dans la mondialisation, quel impact la mondialisation a pour elle dans ses composantes, comment est-ce qu'elle se réalise d'un point de vue presque ontologique. Voyez ? C'est pas les philosophes. Quel projet pour la personne ? Dans la mondialisation. Dans la mondialisation. Il me semble que la communauté humaine, pardon d'employer des grands mots, devrait progressivement travailler à ce qu'à travers les différentes structures de gouvernance qu'il faut renouveler, émerge et soit servi un bien commun universel. Et quand je parle de bien commun, je ne parle pas d'un intérêt général voté par un Conseil de sécurité à New York. Je pense à à la nécessité qu'il y a de faire émerger partout des systèmes de gouvernance, des définitions de politique économique et sociale qui servent à l'épanouissement de chacun, à commencer par les plus pauvres. Mais est-ce que ça peut être le cas dans le système que nous décrivons, que vous décrivez ? Est-ce qu'il y a de la place dans ce tableau que vous nous avez dressé pour l'épanouissement de l'individu ? J'essaie de reformuler la question. Mais bien sûr, et je parle en particulier de l'épanouissement de chaque individu et pas seulement des membres d'une certaine majorité. Alors, j'ajoute que vous allez me dire, mais vous rêvez. Eh bien, je ne rêve pas,
parce qu'il arrive tout de même que la communauté mondiale telle qu'elle est aujourd'hui, et nous en avons quand même souligné beaucoup de médiocrité, est capable de temps en temps de reconnaître un certain nombre d'objectifs incontournables. Ça a été les objectifs du millénaire, on les a remplis à moitié. C'est maintenant les objectifs de développement durable. Il y a là 17 objectifs, il y en a trop évidemment, mais tous ont finalement pour but de faire en sorte que l'épanouissement des plus pauvres, des moins favorisés, soit l'objectif de la communauté internationale. Alors c'est très difficile à dire. Il y a des objectifs que nous reconnaissons, que nous écrivons, mais que nous n'honorons pas. Je pense par exemple à l'objectif de réduction des inégalités, les inégalités étant un des problèmes majeurs du monde d'aujourd'hui. Néanmoins, le fait qu'on arrive à se mettre d'accord ensemble au plan mondial, tous les pays votant le même texte à l'exception de 2 ou 3, donne à penser que c'est un chemin sur lequel il faut s'engager. Un tout petit mot, peut-être en léger décalage même avec la question. Goethe avait, dans les conversations avec Kerman, forgé le concept de littérature mondiale, Weltliteratur, une première mondialisation. Je crois que dans la mondialisation actuelle, la Weltliteratur n'a aucune place. Cette mondialisation-là est complètement laissée de côté. J'en veux pour preuve un slogan qu'on trouve aujourd'hui sur un des murs de Paris 8, une des facultés en grève. La littérature est morte, vive le smartphone. Ah bon. Donc je pense, moi, que je ne sais pas s'il faut penser du bien ou du mal du smartphone, mais je ne voudrais pas que la mondialisation oublie complètement la Weltliteratur. Jérôme Chemin. Oui, c'est une très très bonne question parce que je me dis que j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure. Sur l'objet, déjà je parlais d'entreprises mondiales tout à l'heure, il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier. Il y a des entreprises mondiales qui ont de très très beaux projets humains. Je vous invite à lire les rapports d'activité de Danone. Il y a quand même des belles choses qui sont faites au niveau mondial pour les populations. Sur maintenant la différence peut-être d'objectifs de certaines entreprises qui auraient une mauvaise utilisation, je dirais, justement de la mondialisation, de ces entreprises mondiales qui auraient une mauvaise utilisation de la mondialisation, c'est de se dire, voilà, j'ai un travail à faire, où vais-je pouvoir le faire au coût le moins élevé possible. Alors que aujourd'hui, la réponse européenne, la réponse mondiale, justement, qu'on essaye de donner, en tout cas nous, syndicalistes, à travers les institutions dans lesquelles nous travaillons, c'est de se dire, aujourd'hui, une entreprise a un travail à faire, il faut que quel que soit le pays où elle aille le faire, elle retrouve les mêmes conditions de travail pour la personne. C'est-à-dire de partir de revenir un petit peu à l'individu. Et puis il y a des petites choses, hein, toujours des petites choses qui arrivent aujourd'hui dans la société. Il y a le rapport Nota-Sénart qui vient de sortir, hein, c'est de redonner un objet social à l'entreprise, parce qu'on est parti trop dans l'économique aujourd'hui. On veut essayer de réécrire un peu le code du commerce, de remettre une notion, en tout cas, sociale dans l'entreprise. Donc c'est une petite chose, voilà, mais c'est petites choses plus petites choses plus petites choses qui font que, oui, il y a de l'espoir, enfin, heureusement. Enfin, sinon, moi, je ne serais pas syndicaliste, en tout cas. Une question à ma droite. Bonsoir. Moi, je voudrais vous demander si dans le contexte de crise écologique que vous avez évoqué en parlant du fait qu'on devait changer nos modes de consommation, il n'y avait pas justement le fait de moins se déplacer, éventuellement moins prendre l'avion, moins utiliser de technologies qui sont fabriquées en Chine, donc avoir un mode de vie plus simple qui passerait par une remise en cause de la mondialisation. Michel Candos. Je me sens le bouc émissaire. Écoutez, c'est un problème formidable de civilisation qui est devant nous. Alors, il y a des tas de réponses. Il y a les scientifiques aux États-Unis en particulier qui disent bon, ne vous inquiétez pas, tout ça va s'équilibrer. Si ça ne s'équilibre pas par des nouvelles modes d'alimentation, en faisant griller des insectes ou que sais-je, on trouvera d'autres systèmes. Et puis,
le système des prix réglera le problème, ce qui est une réponse épouvantable, parce que ça veut dire que les plus pauvres, une fois de plus, trinqueront. Il y a d'autres réponses qui se profilent déjà dans la société, qui sont le fait que nous nous rendons compte tous les uns et les autres que nous avons des régimes alimentaires qui sont désordonnés, qui n'optimisent pas, qui sont mauvais pour notre santé, et donc nous devrions les modifier. Et il paraît que les jeunes générations se mettent à être végétariennes. C'est probablement indispensable. Et Ernest Stern, qui est le grand économiste britannique qui a réfléchi le premier à ces problèmes, est venu un jour à Paris devant une assistance très importante, 1 millier de personnes, nous dire que le résultat des études les plus sérieuses, on était au début de ce siècle, montrait très clairement que parmi les réponses à ce décalage entre la montée de la consommation et les ressources disponibles, ne trouvait comme premier élément de réponse que le fait que les Européens deviennent végétariens. C'était la première fois que l'on disait ça à Paris. Il y a eu dans la salle une sorte de consternation qui aujourd'hui ne se reproduirait pas. Il y a d'autres réponses, et l'une d'entre elles m'a énormément frappé, c'est celle du président de l'Académie des sciences d'Inde, qui, participant à nos travaux, nous a dit, vous savez, il faut se rendre bien compte que dans ce décalage que vous signalez en tant qu'économiste, nous, Indiens, nous voyons, pardon pour employer l'anglais, a blessing in disguise, une bénédiction cachée. Pourquoi ? Parce que ceci va nous ramener au mode de consommation, aux habitudes élémentaires et à une éthique que nous étions en train d'abandonner, de modération, de respect de la nature, etc., etc. Il y a plus d'1 milliard d'Indiens. Si cet honorable scientifique a raison, il y a peut-être un espoir de ce côté-là. Je veux dire que j'ai été aussi le douloureux épisode de la guerre d'Algérie que les gens de ma génération ont connu, ont pu se rendre compte que dans le monde musulman, il y a une valeur que nous ne cultivons pas beaucoup dans nos sociétés occidentales, qui est la sobriété. Ils sont capables d'user de magnificence quand ils vous reçoivent chez vous, et de mettre les petits plats dans les grands et d'y dépenser ce qu'ils n'ont pas. Mais dans leur ordinaire, ils sont d'une très grande sobriété. Peut-être devons-nous réapprendre ce type de vertu. Jérôme Chemin. Très court. Allez-y. C'est vraiment un travail de pédagogie, je pense, qui doit être fait en amont. Je le disais tout à l'heure au début, c'est qu'il y a vraiment une schizophrénie entre le travailleur et le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui n'est pas toujours prêt et ne peut pas toujours d'ailleurs aussi consommer que des produits qui sont fabriqués proches de chez lui. Tout simplement parce qu'il y a des produits aussi qu'on ne fabrique plus aujourd'hui en France. Donc je pense qu'il y a un travail à faire de pédagogie aussi sur le traçage des produits. Ça, c'est quelque chose qu'on avait, nous, en tout cas, souhaité. C'est-à-dire de savoir, aujourd'hui, voilà, quand je porte un vêtement, je sais exactement où il a été fabriqué et où il a été assemblé aussi, puisqu'on sait très bien que le Made in France, aujourd'hui, peut être contourné sur certains points. Donc c'est vraiment un travail de pédagogie qui doit être fait là-dessus. Et force de constater que quand on a des discussions, voilà, il y a toujours on a toujours des belles conférences sur ces sujets-là. Mais très concrètement, par exemple, dans une entreprise comme la vôtre, est-ce que la question pour employer un mot, de la décroissance du nombre de voyages dans une entreprise où les gens voyagent sans doute beaucoup, est-ce que c'est quelque chose oui, nous ils ont gelé tous les voyages. De toute façon, c'est très simple. Voilà, faut demander une autorisation au PDG pour voyager désormais. Voilà, il y a des visioconférences qui ont été développées, etc. Je doute que ce ne soit que pour des raisons écologiques. Voilà, en tout cas, ils s'en vantent, ils font un bilan. Voilà, on a tous notre bilan carbone. Hein. Tous les salariés Accenture ont leur bilan carbone en fin d'année pour savoir combien ils ont consommé, etc. Et on a surtout à côté le bilan financier de savoir combien on a dépensé. Donc je sais pas ce qui emporte l'un sur l'autre. Oui, c'est la question des transports qui
qui me tracasse. J'ai appris il y a quelques jours à la télévision qu'on proposait aujourd'hui des voyages pour New York à 150 € ou 200 € aller-retour. Donc, évidemment, il va y avoir une augmentation exponentielle. Et on ne peut pas souhaiter non plus que les voyages soient réservés aux riches, aux gens opulents. Mais peut-être va-t-on s'apercevoir que le tourisme ainsi démocratisé va contribuer au saccage de la terre. Et on ne va pas non plus, encore une fois, dire sus à la démocratie. Mais nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Voilà pourquoi on peut être assez pessimiste quant aux problèmes que vous le soulevez, notamment pour ce qui concerne les transports. Oui, bonsoir. À propos de l'Afrique, j'ai été un peu étonnée par le problème de la baisse de la natalité que M. Camdessus a suggéré pour essayer de résoudre ce problème. Il y a des moments où je me demande, enfin je fais des rêves, en me demandant s'il n'y aurait pas possibilité de faire pression quand même sur certains gouvernements africains pour qu'il y ait un peu plus de démocratie dans ces pays dans lesquels il y a des possibilités agricoles, des ressources minières très importantes, du gaz, du pétrole, et dont une bonne partie des populations ne bénéficie pas parce que tout le monde sait qu'il y a des problèmes de clans. Je pense au Congo, qui est en ce moment un problème vraiment qui me paraît très important, et bien d'autres. Et tout cela, bien sûr, favorise l'immigration. Alors, n'y aurait-il pas, je sais pas, un homme, une femme d'une autorité fantastique qui pourrait aller voir, je sais pas, aller voir ses gouvernants, ou en tous les cas qu'il y ait une pression suffisante internationale pour qu'il y ait des changements au niveau de ces gouvernances. Je ne sais pas si je suis claire. Vous êtes parfaitement claire, madame. Ce ne sont pas les pressions qui manquent et les discours moralisateurs adressés aux dirigeants africains. Vous ne devez pas être corrompu, vous devez être sérieux, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, réduire votre déficit budgétaire, éduquer les filles, patati patata. Il y a des kyrielles de recommandations qui leur sont faites et ils vous écoutent respectueusement encore, mais ils sont en charge de pays que vous venez de décrire avec des problèmes immenses et je crois que dans ce rapport que nous devons avoir avec eux, d'abord nous devons savoir que tout ce que nous leur racontons, ils le savent bien. Ils ont énormément réfléchi, la plupart d'entre eux, en tout cas, sur les expériences des pays émergents d'Asie et les formidables progrès qui ont été faits dans l'espace d'une génération. Ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas, mais ils savent très très bien dans quelle direction il faut aller. Cela dit, ils veulent aussi, et c'est très respectable, tenir compte dans la gestion de leur pays de ce qu'est leur culture propre. C'est à eux de définir leur politique en fonction de ce qu'est leur être national et ça ne coïncide pas nécessairement avec nos propres approches. Alors, sur des questions comme celle de la démographie, par exemple, ils savent très très bien que cette transition démographique est la condition même de l'équilibre à venir de leur pays. Ils le savent. Ils sont évidemment, suivant les pays, ils n'ont pas le même dynamisme ni la même conviction. Mais je suis frappé de voir que ce sont jamais un occidental n'aurait osé dire à un Africain « Écoutez, occupez-vous aussi de l'éducation sexuelle des garçons ». Eh bien non, c'est
une grande dame d'Afrique qui a lancé cette campagne. Elle est presque toute seule, n'est-ce pas? Parce que cette personne ne prend encore ça très, très... Mais ça montre bien que, en effet, le dialogue doit tenir compte de tout ce contexte culturel, de l'énorme difficulté des problèmes qu'ils ont, et je dois dire du fait que très souvent, nous-mêmes ne tenons pas les promesses que nous leur faisons lorsque nous leur faisons de belles leçons de politique économique. Alors moi, juste à dire, je ne suis pas intervenu tout à l'heure sur le débat sur l'Afrique. Il se passe quelque chose actuellement de formidable en Afrique, en tout cas, c'est tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. Il y a vraiment une croissance, hein, c'est un pays qui a quand même une croissance à 3 chiffres sur ces activités-là. Il y a énormément de start-up qui se créent en Afrique autour de nouvelles technologies, sur les solutions de paiement, sur le maillage aussi intérieur du pays. On sait qu'il est difficile, les transports sont difficiles, autour aussi des énergies renouvelables, etc. Voilà, donc il y a eu un forum autour des nouvelles technologies il n'y a pas longtemps à Paris, et l'Afrique était au centre vraiment de ce forum. Donc il y a vraiment des choses, il se passe des choses en tout cas. Voilà, ça va pas, c'est à petite échelle, ça commence à venir en tout cas, mais ça donne beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Vous avez prononcé le mot espoir, ce qui boucle la boucle, puisque notre soirée s'intitulait La mondialisation entre espoir et crainte. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Jérôme Chemin, merci Michel Candesu. Je renvoie à votre livre, hein, Vers le monde de 2050, ce que l'avenir nous réserve. Merci aussi beaucoup Alain Finkielkraut. Je renvoie à 2 de vos livres, L'identité malheureuse, qui remonte à quelques années maintenant. Et puis, puisque vous avez évoqué Péguy, je crois qu'on peut rappeler le titre du livre que vous aviez écrit sur Charles Péguy, Le Mécontemporain. Le Mécontemporain. Merci beaucoup à tous les 3 et à bientôt pour une nouvelle édition de Repères et de Perspectives.